Salut à tous, c'est On se dit les choses, un nouvel épisode du podcast de la REP et de l'éclair des sports. Bienvenue pour ce nouvel épisode, Vincent Martinelli. Autour de moi, une grande et belle équipe qui va évoquer l'actu Pau FC, section paloise et Lambéarnais, avec un peu de billard handball aussi au milieu de tout ça. Donc vous avez vu un menu copieux. On va démarrer par le petit tour de table des gens qui composent cette belle et chatoyante équipe avec à ma gauche. C'est dans toutes les librairies aujourd'hui. Pour 24,95 €, les fêtes approchent. L'année du rugby, c'est Grégory Lothor. Salut Greg. Bonjour et bonjour à tous nos auditeurs éveillés. Qui sont nombreux à n'en pas douter. À côté de vous, elle devait être à la Réunion, à arpenter les GR et à se sculpter les mollets. Finalement, elle est là, elle a fait une exception. Pas de diagonale des folles pour Anne Pouchant. Salut Anne. Salut, bonjour à tous, qu'ils soient en sweat, en chemise et à toutes. En face de vous, le sosie capillaire officiel de Nikos Aliagas en Béarn. Tout aussi sémillant, c'est Jérôme Carrère. Salut Jérôme. Bonjour et bonjour au pied gauche de tout moi Manou. Et enfin, à côté de vous, toujours la caution morale qui hésitait à en trouver une boutique de CBD et venir ici avec nous, c'est Jean Forêt. Salut Jean. L'un n'empêche pas l'autre. Bonjour à tous. C'est vrai. Sur votre temps libre, vous pouvez toujours. Eh bien, je vous propose d'attaquer tout de suite, parce qu'on a des services techniques qui ont bûché toute la semaine avec un super jingle, avant d'attaquer l'actu de la semaine. Jingle, s'il vous plaît. Ça, c'était du jingle. C'est formidable. On est passé clairement dans une division supérieure. L'actu de la semaine, la plus fraîche en tout cas, et pas forcément la plus réjouissante, c'est le Pau FC. On va attaquer avec Greg. Donc, le Pau FC, hier soir, qui attendait, ça fait au moins 6 mois qu'on attend les décisions disciplinaires de la fin de match houleuse et de cet échange de claques entre Palois et Dunkerquois. On se retrouve avec des matchs de suspension à gogo et une situation cocasse. Greg, la semaine prochaine, le Pau FC va recevoir Ajaccio, je crois. Oui. Il n'y aura pas Didier Tolo sur le banc, il n'y aura pas son adjoint sur le banc. Alors j'ai une question simple, est-ce que c'est vous, Greg, qui allez être sur le banc du Pau FC samedi prochain ? Non, je suis occupé avec le FC Angaïs le week-end prochain, donc ce sera un peu compliqué. Non, c'est vraiment la semaine des mauvaises nouvelles et avait commencé par une très mauvaise nouvelle lundi avec l'officialisation de la blessure de Steve Besnard, rupture du ligament croisé, donc ça ressemble à une fin de saison, sachant que Pau n'a pas beaucoup de ressources, de réserves à ce poste-là, et sachant les performances du bonhomme, c'est vraiment une mauvaise nouvelle, et ça s'est poursuivi hier donc, par cette annonce de suspension pour Kofi, titulaire latéral droit, qui écope de 2 matchs, ouais. et puis évidemment les entraîneurs qui rateront leur tour. Bon, là, ça c'est un peu plus anecdotique. Ouais, parce que nous, Stockholm, c'est pas non plus, c'est un tout petit peu plus petit que son jumeau barcelonais, donc on peut se faire entendre, donc il sera peut-être au premier rang. Ouais. La plus mauvaise nouvelle, ouais, vous le disiez, tu le disais d'ailleurs, c'est Steve Besnard out. C'est un profil qu'on n'a pas forcément ou pour remplacer. S'il y a un profil peut-être un peu plus similaire avec Jovan Nisic, maintenant c'est-à-dire que ça a une solution au moins sur le banc. Didier Tolo a insisté assez suffisamment sur l'importance d'avoir des finisseurs, comme il les appelle, pour copier un petit peu le langage du rugby. Donc il y a... il a fait ça. Ils ont aussi des éléments de langage, mais c'est pas vrai. Donc non, ça va se poser la question d'une nécessité de recruter au mercato. Parce qu'il y a Ndiaye qui est toujours out. Toujours blessé à l'épaule, qui lui pour le coup est pas dans un profil aussi créatif. Donc une situation peut-être un peu tendue avant d'aller au Havre. Une équipe, on regardait la compo, l'effectif du Havre cette semaine. Il n'y a pas de nom qui claque pourtant. Beau début de saison, c'est cohérent et ça n'a pas l'air bon à prendre. Mais ils sont repartis sur les bases historiques du club, à savoir la formation. Donc là, c'est vrai que c'est un effectif jeune qu'on ne connaît pas beaucoup, mais c'est efficace. Alors ça a mis du temps pour trouver la patte Paul Le Guen, mais là, ils ont visiblement trouvé la bonne carburation. Ça va être encore un match pour Pau pour voir un petit peu ce qu'ils ont comme potentiel, s'ils peuvent rivaliser avec ces équipes de play-off ou s'ils sont un petit peu en sur-régime. Alors, ils ont réussi le premier test contre le Paris FC. Là, c'est un deuxième test sans Steve Besnard à l'extérieur. Donc, ça va être intéressant à voir. C'est peut-être aussi là qu'on ne les attend pas et là où peut-être ils se sentiront le plus à l'aise. Je me souviens de leur match à Amiens notamment où finalement Pau aurait pu emballer l'affaire. Et ils ont toujours dit qu'ils préféraient jouer contre les supposés gros parce que c'est des équipes qui se découvrent davantage et ils préfèrent ce type d'opposition pour poser leur jeu. C'est là qu'ils se sentent le plus à l'aise. Donc pour le coup, ça sera vraiment un beau test
à l'extérieur. Pour un espèce de derby de l'Atlantique, parce qu'on aime bien s'enflammer, un derby de l'Atlantique entre Pau et Le Havre, c'est gaillard, mais pourquoi pas, on avait inventé... Parce qu'il y a un club ici à côté, donc... Bah oui, c'est ça, puis on a inventé le derby de la 65, je le rappelle, la semaine dernière en rugby, donc pourquoi pas, le grand derby de l'Atlantique. Anne, ça par contre, pour essayer d'en trouver un derby, là, j'ai du mal à trouver, c'est Billère qui va jouer à Villeurbanne vendredi soir, pardon. Une équipe de billard, toutes les semaines, on essaie de mettre un petit électrochoc, de trouver cette défaite d'un but. Et puis là, non, toujours pas. C'est un nul. On a frôlé la victoire quand même. C'était un nul, mais disons qu'après avoir été mené pendant les trois quarts du match, finalement, le nul n'était pas une si mauvaise récompense que ça, enfin, pas un si mauvais score. En fait, on s'est aperçu que Billard a été quand même entamé, enfin la confiance a été très entamée après les 3 défaites contre les gros, que ce soit Ponto, Tremblay, Massy, donc des courtes défaites à 2 reprises, une plus grosse défaite ensuite. Et ce qui fait que les Billérois sont entrés sur le terrain vendredi dernier, vraiment on les sentait frileux, la défense c'était pas celle qu'on avait pu voir lors des 2 premières rencontres où vraiment ils avaient impressionné par cette solidarité en défense. Là, c'était fébrile. Est-ce qu'il y aurait le petit crabe du doute qui serait rentré dans les cerveaux bleus ? Ouais, le petit crabe du doute. Alors même que, chose assez surprenante, le Sporting d'Est était plein à craquer. Enfin, bon, j'exagère un petit peu, il devait rester peut-être une centaine de places. Pas beaucoup plus, ça n'était pas arrivé depuis au moins 1 an avant la descente en National 1, donc ça remonte à 4-5 saisons. Voilà, donc il y avait le public qui poussait derrière eux, mais le doute était quand même suffisamment profondément ancré pour les tenir en échec pendant 35-40 minutes. Et ensuite, ils sont revenus, mais encore une fois, ils ont échoué dans le money time à préserver le petit but, les 2 buts d'avance qu'ils ont su prendre contre Valence. Valence qui était une équipe, un concurrent direct. Là, pour le coup, c'était... c'est ce que j'allais vous dire, parce que là, on navigue dans des eaux où, en théorie, Billère est censé prendre des points. Là. Et pareil, ce vendredi, à Villeurbanne, qui est une équipe référencée prenable, enfin, sur le papier, du moins. Oui, Villeurbanne, c'est une équipe qui est promue, une équipe qui n'a pas joué de la saison dernière, puisqu'en National 1, ça n'a pas joué. Il y a quand même eu 2 montées. Donc c'est clairement une équipe prenable, enfin, au vu également des résultats de ce début de saison, puisqu'ils n'ont eu qu'une victoire et un nul face aux 2 équipes qui occupent les dernières places du classement. La victoire sur Angers, le nul sur Besançon. Donc eux, Villeurbanne sont 14e et alors ils sont sur une pente descendante, puisque après ces 3 premiers matchs plutôt encourageants, mais donc contre des équipes on va dire milieu bas de classement, ils ont pris 3 tôles. Et la dernière en date, c'était à Caen. Ça fait un 18-32, je crois. Enfin, c'était quand même sévère. Donc on peut imaginer que Villeurbanne a le moral dans les chaussettes à l'heure de recevoir Billère. On va espérer que Billère prenne l'avantage là-dessus, sachant que le Billère handball n'a pas de blessés. Ils ont quand même un effectif qui est capable de belles choses, on l'a vu, puisqu'ils ont quand même tenu tête fièrement à des gros. D'accord, 18-32, admire la transition, on dirait un score de rugby. Rugby, ça tombe bien, on va en parler. Du rugby, de la section paloise, Greg, Jérôme d'abord, on reste sur une performance, c'est la vôtre, vous avez réussi à énerver, à agacer, à escagasser un peu, j'ai envie de dire, celui que le Landerneau appelle le Galtier du Cantal, j'ai bien sûr nommé Sébastien Piccheroni. Non, j'en ai rien à... Je m'en tamponne. Je m'en tamponne. On parle bien sûr de l'invincibilité de la section haut hameau qui est tombée contre l'UBB. Il m'a un peu fait mousser ça, mon cher collègue Greg, mais effectivement, l'invincibilité, la courte invincibilité au hameau des Palois est tombée. Oui, parce que ça faisait que 2 matchs. Tu vois, j'en ris. Oui, c'est bien, 2 matchs, comment ça fait. Mais dans une période où ça fait 3 ans que tu n'as pas gagné plus de 50% de tes matchs, finalement, 2 matchs d'affilée, c'est déjà pas mal. Depuis 2018, ils cherchent cette 3e victoire consécutive. Elle n'est pas venue. La faute, on parlait de fébrilité avec Anne au niveau handball. C'est surtout la faute à une première mi-temps jouée vraiment à l'envers, notamment les 15 premières minutes, où ils se retrouvent déjà décrochés. Et puis au final, en deuxième période, ils reviennent vraiment... plus qu'au courage, avec de la maîtrise, on se dit ouais, ça va tourner. Surtout que Jalibert sort un peu sonné à la 62e minute, qui a vraiment fait une grosse première mi-temps. Là, on se dit ça peut bouger. Et en fait, je faisais référence au début dans mon bonjour, le pied gauche de Toumou Amanou, cette chandelle inexplicable, qui rend le ballon à Bordeaux, il marque et derrière la section arrive quand même à se remettre, mais reste à 4 points.
Et donc défaite au Hameau, alors contre Bordeaux-Bègles qui est deuxième du classement, qui maîtrise quand même bien son sujet, demi-finaliste du championnat l'an dernier, de la Coupe d'Europe, bref, grosse équipe, c'est pas non plus honteux. Maintenant il va falloir enchaîner, là ils partent à Clermont et dans la foulée ils vont recevoir 2 équipes de leur championnat, on en parlait là aussi pour le BHB, avec le Stade Français et Biarritz. Là il ne faudra pas se trouer, ni rester au vestiaire une mi-temps. Quand on essaie de trouver des explications quand même à cette situation, parce qu'il l'a dit ça aussi, Sébastien Piccheroni, qui quand même aime bien les punchlines, un match ne dure pas 40 minutes. Pourquoi? Oui, c'est violent, je sais, ouais. ça va un public averti, genre. Greg, pourquoi cette équipe a de visage? On la cherche, l'explication, on la trouve toujours pas. Là, ils ont évoqué une semaine d'entraînement qui était... ils l'ont pas dit comme ça, mais on comprenait qu'elle avait été ratée, en tout cas pas à la hauteur de l'exigence que Sébastien Piccheroni souhaite pour cette équipe. Peut-être qu'il ne s'était pas trompé dans le choix pour le coup des finisseurs, peut-être dans le choix des titulaires. Il y a eu 3 changements à la mi-temps. Ça a aussi contribué à changer la dynamique de l'équipe. Alors il y avait une blessure pour Mathias Colombet. Clairement c'était le seul qui est sorti blessé. Alors Sébastien Piccheroni n'a accablé personne, mais en tout cas on a vu un certain coup de fouet donné à cette équipe. C'est sûr qu'il va falloir réagir et éviter que ça se reproduise encore plus quand on va à Clermont. Trop de coaching peut-être aussi. On pourrait peut-être installer un 15 type quitte à moins bidouiller dans le moteur. Ça aussi répond à la construction de championnat avec ces 10 premières journées qui s'enchaînent. C'est du jamais vu dans l'histoire du top 14, on le rappelle. Donc il faut forcément se préparer à cet enchaînement. Ça explique aussi le fait qu'il y ait beaucoup de rotation. Peut-être sur la deuxième partie de championnat avec des matchs plus saccadés avec la Coupe d'Europe, les pauses internationales, il y aura moins de rotation. Et là pour le coup ça ressemblait quand même à une équipe entre guillemets type, hein. C'est-à-dire que par rapport à d'autres matchs notamment à l'extérieur, on pouvait se poser la question. Là quand même sur le terrain il y avait je pense à peu près ce qui se fait de mieux. Donc, comme l'a dit Greg, ensuite ils ont dû un peu réadapter à la mi-temps parce qu'il y avait 2-3 mecs qui n'étaient pas forcément dedans. Et surtout, ce qui est un peu dommage pour la section, c'est qu'ils prennent 4 essais sur des possessions. Finalement, ils ont des possessions dans le camp de Bordeaux et en 10 secondes, ils prennent des essais. Donc, c'est un peu dommageable. Maintenant, l'UBB vraiment maîtrise son sujet cette année. Ils font pas des grands matchs. Oui, parce que là, ils viennent de jouer premier et deuxième d'affilée. C'est ce qu'a dit également Sébastien Piccheroni. Il dit ça nous aide aussi à avoir tout le chemin qu'on a à parcourir parce qu'on voit Bordeaux qui fait pas un grand match, qui profite tranquille, qui se contente de faire bien les choses et ça suffit. Et on a vu Toulouse aussi la semaine dernière, pareil, pas paniquer après une mauvaise première mi-temps. Ils sont pas encore à ce niveau-là, on le sait bien, ils le savent aussi. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir maintenant des échéances beaucoup plus importantes qui vont arriver et là, il va pas falloir se tromper. La prochaine des échéances, elle n'est pas forcément la plus simple non plus, hein. Sauf pour les journalistes parce que le buffet est toujours très copieux là-bas, c'est Clermont. Oui, j'aime bien dévoiler un peu les coulisses. Les journalistes de Clermont se sont longtemps plaints de ne pas avoir de buffet. Oui, c'est ça. Ils se plaignaient alors que maintenant, je dois officiellement le dire, le buffet de la section paloise est tout à fait copieux et honorable aussi. On demandera ça à un cher confrère qui note tous les repas qu'on peut prendre. Oui, c'est Greg qui prépare un petit guide rouge du buffet. C'était passionnant cette séquence, n'est-ce pas? Oui, donc du coup, Clermont. Vous avez eu un certain Camille Lopez ce matin, hier, et ce sera dans le journal de ce vendredi. Voilà. Retrouvez-vous avec ça. Donc on a Comment va-t-il, Camille? Camille va très bien. Il va très bien. Donc avec Clermont, ils ont gagné à Montpellier. Ça a un peu effacé la défaite qu'ils avaient eue contre Castres à la maison. Ils remontent gentiment, tout se met en place. John O'Gibbs, sa méthode. Et puis lui, à titre personnel, évidemment, on a évoqué sa situation, puisqu'il a demandé donc à partir de Clermont en fin de saison, donc il va nous expliquer les raisons qui l'ont mené à ce choix et il aimerait bien évidemment revenir dans son sud-ouest natal puisque sa femme est également originaire de Soule comme lui, donc il se pourrait bien que on voit bientôt Camille Lopez dans le coin un peu plus souvent, mais pour ça il faut que l'ASM avec qui il a un contrat jusqu'en 2023 accepte de le libérer. Oui, parce que beaucoup l'envoient, quand vous dites dans son sud-ouest natal, c'est plutôt au Basque Pays, hein. C'est pas du côté des Basses-Pyrénées. Oui, on ne trahit pas de secret, même si lui ne veut pas parler, si j'ai bien compris, tant qu'il n'y a pas le bon de sortie et pas la... disons qu'il est sous contrat avec Clermont jusqu'en 2023, donc j'imagine que comme ça a pu se passer à la section avec un joueur comme Baptiste Pesanti par exemple, si un club arrive et dit je mets un gros chèque et je récupère la dernière année de contrat de Camille Lopez, sûrement que Clermont sera disposé à discuter, peut-être. Sinon ils peuvent également le libérer et surtout le deuxième élément c'est que les numéros 10 de qualité sur le marché français, il
Il n'y en a pas beaucoup, donc il va falloir que Clermont ne se trompe pas forcément, puisque vous avez noté qu'un certain Antoine Astoy, par exemple, est plutôt parti. Justement, ne coupez pas mes transitions, Jérôme. Antoine Astoy, oui, ça c'est juste la bonne nouvelle de la semaine, même s'il n'y a pas grande surprise. On l'attendait un peu dans ce rôle de numéro 3 dans le rayon ouvreur au 15 de France. Donc c'est confirmé, Greg. Il aura sans doute sa chance. Enfin, on peut l'espérer pour lui sur cette tournée de novembre. Il a marqué des points clairement en Australie. Il a doublé Carbonel, qui en plus est en difficulté du côté de Toulon. Il garde une longueur d'avance sur Anthony Bello qui supplante Carbonel à Toulon. Donc il a une carte à jouer. Après, derrière la paire Jalibert-Ntamak, ça paraît compliqué dans un premier temps de bouleverser la hiérarchie, mais Jalibert et Ntamak peuvent être aussi associés. Donc est-ce qu'il y aura un 10 qui doublera sur le banc, un troisième 10, ça peut être une chance. Ouais, parce qu'on l'a vu ça aussi samedi dernier au Hameau, c'était le All-Star Game pour Mathieu Jalibert qui est quand même qui s'en a mis partout, quoi. Il s'est un peu amusé avec deux essais dont un qui fait tout seul. Il est en forme, il a envie de jouer, il a envie de renverser Romain Ntamak, donc surtout très vite. Vraiment à 3000 à l'heure. On parlait tout à l'heure d'Anthony Bello d'ailleurs, qui est peut-être potentiellement annoncé à Clermont, ce qui pourrait libérer. Vous voyez ce que je veux dire? Le jeu des chaises musicales. Et c'est lequel qui vient un peu alors du coup pour remplacer Antoine Astoy dans tout ça? Parce que les chaises musicales, c'est pas la peine, on a Debesse. La section c'est ce que j'ai compris il y a 15 jours. Qui vous dites? Debesse? Oui, ça suffit. Ils en veulent un troisième quand même, il me semble. Peut-être Mike Harris, qui sait. Des impact players en tout cas, comme tu les aimes, Jean. Des joueurs clutch. Pour toi qui est sur ton petit nuage, ça y est. Là maintenant c'est un maître zen, master zen. Les séances de yoga du matin font visiblement le plus grand bien à l'élan béarnais. Nouvelle victoire à l'extérieur. Et celle-ci, en plus, qui doit te faire encore plus plaisir. Depuis 2007, je crois que l'élan ne s'était pas imposé au Mans. À Tours? Ah, au Mans, oui. Au Mans, oui, samedi dernier, victoire, on l'a dit, écrit, 106-100 après prolongation. Une nouvelle victoire arrachée avec le caractère, comme les joueurs l'ont reconnu. Ils étaient menés de 10 points à 3 minutes de la fin. Quand Grégoire Rovat, qui était le meilleur joueur sur le parquet avec 26 points, est sorti pour 4 fautes puis une 5e technique. Et finalement, c'est... Là, t'en menais pas large, objectivement. Parce que tu étais à Antares. J'étais à Antares, oui. J'avais déjà commencé à... J'ai fait une croix sur la victoire, effectivement, oui, à moins 10, à 3 minutes de la fin. Vu le scénario, c'était cuit. Et puis non, Dominique Archi a ressurgi comme à Cholet. Il a mis 2 paniers à 3 points. Et après, épaulé par Onyangé qui met le shoot de l'égalisation à 3 points. Et Bibins qui est monté en pression. Et là, Le Mans n'a plus la tête ni plus le mental pour gagner une deuxième fois ce match. Et l'élan a fait un cavalier seul en prolongation. Et donc se retrouve à l'aube de cette 5e journée, co-leader. La belle surprise. Tout à l'heure avec la section, je parlais d'un petit souci de câblage mental pour commencer les matchs comme il faut. L'élan, j'ai l'impression qu'eux, ils ont une capacité cette année à s'enflammer particulièrement efficace. Enfin, par exemple, un joueur comme Onyangé, ça fait 2 matchs qu'il rend une copie plutôt palote et puis tout d'un coup là. Ouais, alors au Mans, il a pris 2 fautes très vite, il n'a pas rejoué de la première mi-temps, il revient, il prend une 3e faute puis une 4e. Et il fait son gros chantier, il finit à 13 ou 14 points, il met 3 sur 3 à 3 points. Gros panier aussi. Ouais, avec 4 fautes. Donc, et après, il joue toute à la prolongation et toute à la fin du temps réglementaire. Mais ce qu'il n'avait pas joué avant, c'était vraiment parce qu'il était bridé. Après, il prend ce que le jeu lui donne. Là, Jefferson l'a bien trouvé. Il ne force pas ses shoots. Lui, son gagne-pain, c'est la défense. Il fait ça très très bien. Et en attaque, c'est vrai qu'il est très très propre depuis 4 matchs. Ouais. Par contre, pour l'adversaire qui se présente, on aimerait un peu plus de constance dans le match, parce que c'est Monaco. Oui. On ne trahit pas de là non plus de grands secrets. Dimanche 17h, Monaco. Par contre, la grosse interrogation, c'est quelle équipe de Monaco l'élan va-t-il affronter? Parce qu'il y a de l'Euroleague. Oui, il y a de l'Euroleague. Il joue demain soir à Vitoria. Monaco, c'est 16 professionnels. Il n'y en aura que 12 sur la feuille dimanche. Donc là, c'est le choix du roi. Il va laisser forcément à Mitrovic 3 étrangers sur le rang civil dans les tribunes, mais quoi qu'il arrive, il y aura 12 joueurs d'ultra classe, parce qu'au Monaco, Eric Barthécheki me le disait ce matin, les joueurs aussi, c'est la meilleure équipe jamais vue en France de l'histoire du basket, quoi. On n'a jamais vu une équipe pareille en France, plus fort que l'Asvel de l'an dernier, de cette année, sur le papier. Donc là, c'est pas mission impossible, mais pas loin. Voilà, c'est le genre de match, tu le joues 10 fois, peut-être qu'une fois tu peux l'arracher, à condition que toutes les étoiles s'alignent. Est-ce que ça sort dimanche après-midi? Pourquoi pas?
La meilleure équipe du basket français, il y en a un qui ne serait pas d'accord avec ça, c'est Alain Laroukis que vous avez eu cette semaine. Lui, il vous Si, dirait mais il ne connaît plus le basket. basket d'aujourd'hui, il ne suit plus. Non, Donc, c'est vrai qu'il l'a reconnu. Ouais. Racontez-nous un peu cette interview. Vous avez fait une pleine page, vous auriez pu en faire à peu près 5 ou 6. Alain Laroukis, qui est franc-tireur face au micro comme il était sur le terrain il y a 30 ou 40 ans, puisque c'était, pour le rappeler, Alain Laroukis, le pionnier de la moutette, et l'homme grâce à qui l'élan est devenu ce qu'il est devenu petit à petit au début des années 80 jusqu'en 84. Lui, il est resté là. C'était le talent à l'état pur, un vrai shooter, une grande gueule sur le terrain et en dehors. Et c'est vrai qu'il a démontré dans nos colonnes hier, en tirant à peu près sur tout ce qui bouge dans l'univers, dans la galaxie de Léland Bernet. On ne sait pas s'il shoot encore très bien dans son allée de jardin, mais par contre, au niveau grande gueule, oui, ça marche toujours efficace. Mais le club devrait bien lui rendre, puisque j'ai cru entendre que son maillot serait bientôt retiré. C'est un petit scoop. Voilà, entre autres. Dernier petit mot sur Monaco ce week-end. Comment se présente l'élan? Parce que vous y étiez ce matin, vous avez dribblé avec eux. Ils sont chauds, ils sont super motivés, ils sont excités à l'idée de se frotter à ce qui se fait de mieux, pas loin en Europe, parce que Monaco, c'est du calibre top 8 Euroleague. Donc forcément, les joueurs, ils ont envie de se confronter à ce qui se fait de mieux. Alors, on peut parler de Mike James. Voilà. On espère le voir sur le parquet. Mike James, qui est le 6e, on parle beaucoup d'argent, mais c'est le 6e salaire européen. Il est payé, il a un salaire proche de 3 millions d'euros cette année. C'est quelques tokens, effectivement. La masse salariale de l'élan, c'est 1,8 million. Lui, à lui tout seul, c'est presque 3 millions. Monaco, c'est 8 millions de masse salariale. Voilà, donc c'est Mike James, le meilleur marqueur d'Euroleague depuis 3 ans. C'est le pivot Motje Junas, le lituanien, un des meilleurs pivots d'Europe. C'est Dante Hall, puis Andjusic, Rob Gray. Il y en a partout. Non, je t'ai plus. Partout. Donc oui, l'élan, les joueurs sont motivés, le coach aussi. Ils savent qu'ils doivent être très très sérieux, surtout défendre très très bien et prendre soin du ballon, pas donner des ballons de relance à Monaco qui va courir, qui a tout le matos à tous les postes, c'est doublé, c'est triplé pour faire très mal. Mais qui sait, lors des 2 déplacements de Monaco cette année en championnat, premier, ils se sont fait attraper quand même lourdement à Levallois. Levallois qui a pris rapidement 15 points d'avance, plus 20 à la mi-temps, et derrière Monaco a arrêté de jouer. Ils se sont préservés pour l'Euroleague. Et qui a gagné à Rouen de 5-6 points en faisant un match dégueulasse. Donc il y a peut-être une petite fenêtre. Donc Monaco demain à Vitoria, mardi soir à Belgrade, le vendredi prochain à Moscou. Ils reçoivent Moscou. Et juste avant, ils ont ce match au Palais des Sports. Il y aura du monde. Il y a déjà 5000 places de vendues. Donc ça va faire 6-7 000 facile dimanche après-midi. On ne sait jamais, avec l'euphorie portée par le public, etc. Je pense qu'à l'inverse, ça les excite assez, les joueurs de Monaco aussi. Comme tu le dis, ce qui est excitant, c'est de se frotter aux gros joueurs. Eux, c'est quand même des joueurs plutôt calibre Euroleague. Moi, ça leur manquait ça on sent aussi que l'Asvel, c'est pareil, cette année, des fois, ils tâtonnent un peu au niveau du championnat. Oui, parce que les priorités, c'est clairement, là, pour l'instant, c'est l'Euroleague. Ils savent qu'en championnat, en gérant avec l'effectif qu'ils ont, ils gagneront assez de matchs pour être dans le top 3, top 2 sûr. Donc, est-ce qu'ils peuvent se permettre d'en lâcher un ou deux par-ci par-là? Oui. Je pense que Mitrovic, s'il voit que ça se passe mal, il ne tirera pas sur la corne. Mais de notre côté, justement, le fait de jouer dans un palais des sports, qui est une belle salle avec du monde, ça peut aussi les motiver, ces grands joueurs, à sortir un gros match. Après, ça peut les déstabiliser, parce que 6-7 000 personnes, c'est ce qu'eux vont voir sur toute une année à Monaco. Ouais, quasiment. Monaco, ouais. ça peut Après, ce qui est sûr, c'est que les deux petits, petits, je peux vous dire que Bibins et Jefferson, on n'a qu'une hâte, c'est d'avoir Mike James en face. Et le petit Jefferson, je le vois bien faire le show face à Mike James, montrer qui c'est le boss. Les petits d'ailleurs qui sont en forme. Je rappelle que Justin Bibins était à l'article de la mort le week-end dernier, Tout à fait. qu'il a enterré le Mans comme un grand tout seul. Voilà, après avoir évité l'amputation, il a... La bonne fin du balayeur, du joueur qui est a priori forfait. Voilà. Tout est dans le a priori. Ça, c'est Greg qui fait ça au foot à chaque fois, mais on le voit jamais quand même. Ouais, sur les courses latérales. Mais après, il envoie. Greg qui va ouvrir la prochaine séquence, qui viendra une nouvelle fois après une animation musicale de premier rang. C'est celle des pronostics. Allez, je l'annonce, c'est le jingle. Les pronos du week-end, parce que c'est évidemment d'eux dont on parle. Sortez vos petits stylos, vos petites feuilles. 4 matchs au programme. À commencer par le handball demain soir à Billard à Villeurbanne, l'élan qui reçoit Monaco dimanche, et entre les deux, la section paloise sera à Clermont avec vous, avec toi Greg, et le Pau FC au Havre.
D'ailleurs, on m'a dit en régie que Le Havre, c'était dans la Manche et pas dans l'Atlantique, mais bon, c'est pareil. Atlantique Nord, la Manche. Au-dessus d'Air-sur-Adour, de toute façon, c'est loin. Et il y a la mer. Bref, on y va. Il y aura 3 victoires. Ce sera donc à savoir la section paloise à Clermont, les Lambernais contre Monaco, Billère contre Villeurbanne, et on fera un match nul dans la Manche. Personne ne perd et ça gagne. Beaucoup de grosses cotes ici. Anne, à toi. Moi, je suis un peu moins enthousiaste. Enfin, j'annonce quand même une victoire du Billard handball à Villeurbanne. Pour ce qui est de la section, ils devront se contenter du bonus défensif. Quant au Pau FC, il s'imposera au Havre. Et l'élan, une victoire. Allez. Une victoire dans le remake de la guerre froide, parce que je rappelle, c'est un peu les Russes de Monaco contre les Américains de l'élan. C'est vrai, on dirait Rocky. C'est beau. Oui. Voilà, ça t'a donné le temps un peu de réfléchir. Jérôme m'a posé. Non, justement, ça m'a. Tu vois, je te disais tout à l'heure, tu me déstabilises à chaque fois. Allez, là, c'est ça, voilà. c'est Allez, terrible. pose ton petit pari, garçon. Alors, ASM section, je pense pas que Pau ira gagner à Clermont, clairement. Maintenant, Tu dis ça parce que toi, tu as réussi à avoir une victoire de Pau à Clermont et que Greg ne pourra pas, c'est ça? Je dirais rien, j'aimerais bien qu'il ait ce plaisir-là, mais je crois pas. Malheureusement pour lui. J'ai vu Agen gagner à Clermont. Tu risques pas de le voir d'ici longtemps, ça. Bref, donc défaite, mais je le vois bien peut-être raccrocher effectivement un petit bonus défensif, une défaite de 5 points, tiens. 30-25, un truc comme ça. Les Lambernais, je vais parier la grosse cote, moi je sens qu'ils vont les taper au Monégasque, avec les Péonès en feu. Le Havre, Pau FC, non j'y crois pas, défaite 2-1. Et Billère, je vois bien gagner, en fait je suis assez optimiste presque. Ouais, Billère, je vois bien gagner. Tous, vous êtes tous. Oh, c'est beau. Tu as déjà ouvert ta boutique de CBD, Jean. Oui, mais visiblement, oui, j'ai pas l'impression que ça tourne qu'au CBD ici. La section va faire une superbe mi-temps, mais le problème c'est qu'il y en a 2. Et non, j'ai peur que ça dépend. Ça dépend, la première ou la troisième peut-être. Peut-être aussi. Et non, je ne les vois pas gagner à Clermont, malheureusement. Clermont est sur une petite patte ascendante et j'ai bien peur que ce ne soit pas dans la cour de la section. Donc une défaite sans bonus pour la section. Un match nul du Pau FC valeureux 0-0 dans la Manche, ça c'est pas mal. Et Billère qui doit enfin gagner quand même là, il retrouve des équipes, on le disait tout à l'heure avec Anne, donc là gagner à Villeurbanne c'est pas facile, mais handball je pense que ça peut le faire. Quant à l'élan, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qui m'ont gagné comme vous? Fais-nous rêver. C'est toi qui me fais rêver. Oui, je vous fais rêver, je vous ai dit, gagner. s'il le joue 10 fois, il le gagne peut-être une fois. Dimanche 17h, allez. S'il y a plus 20 à la mi-temps, on gagne le match. Tu vas à la convention du tatouage. Mais non, j'aimerais y croire, mais ça va être compliqué. C'est Monaco en fait qui va décider du sort du match. Il a fait comme si j'avais rien dit, ce qui veut dire. Non, j'ai pas entendu. Non, je demandais si tu allais dans la foulée dans la convention du tatouage pour peut-être te faire tatouer le score de la victoire ou un truc Exactement, comme ça. J'y vais avec Greg. On va faire un petit stream bienveillant. Un petit stream bienveillant du tatou qui va suivre. Et ben on attend ça, on aura les images la semaine prochaine, c'est super. Merci beaucoup à tous et toutes pour cette nouvelle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain numéro dont on se dit des choses, avant une petite coupure de vacances, parce qu'on part tous à Punta Cana dans 10 jours, voilà, c'est dit. Je vous dis à la semaine prochaine, de bons matchs et de belles victoires, et de bons nuls qui ne sont pas exclus. Ciao, ciao. Au revoir.